Un ancien garde forestier à la retraite, doté de compétences de survie inégalées, a disparu lors d'une randonnée en solitaire dans les profondeurs du massif des Vosges. Pendant des mois, cette nature sauvage, qu'il considérait comme sa seconde patrie, n'a offert aucune réponse, seulement un silence inquiétant et un mystère glacial. Ce silence fut brisé par la découverte d'une étrange antenne fabriquée à partir de bâtons de randonnée, un indice qui souleva des questions impossibles sur la chronologie de sa disparition. Le silence de la famille Moreau, passant d'heures à des jours, s'était figé en une réalité insupportable à la fin d'octobre 2014. Henri Moreau, 74 ans, n'était pas revenu de son expédition solitaire dans le massif des Vosges, officiellement en retard de 3 jours. Pour n'importe qui d'autre de son âge, cela aurait immédiatement signifié une catastrophe. Mais Henri n'était pas un homme ordinaire. C'était un ancien garde forestier, un homme dont la vie entière était synchronisée avec le rythme de la nature, un survivant aguerri qui préparait ses randonnées avec une planification méticuleuse. Ainsi, son silence était d'autant plus choquant. Ne pas avoir donné de nouvelles comme prévu, ne pas avoir respecté l'itinéraire qu'il avait lui-même établi, était sans précédent. Marie Moreau, sa femme depuis près de 50 ans, oscillait depuis 72 heures entre espoir et terreur. Chaque sonnerie de téléphone faisait bondir son cœur, mais lorsque la voix à l'autre bout n'était pas celle d'Henri, cet espoir s'effondrait. Le silence résonnant depuis la nature sauvage était total, comme une lourde couverture étouffant les sons de leur quotidien. Marie connaissait les dangers tapis dans les zones reculées du massif des Vosges qu'Henri avait prévu d'explorer, mais elle connaissait aussi ses compétences. Il était préparé aux blessures, aux intempéries, aux pannes d'équipement. Sa disparition suggérait que quelque chose de soudain, de dévastateur ou d'entièrement inattendu s'était produit. Incapable de supporter davantage l'incertitude, Marie prit la décision qu'elle redoutait. Lorsqu'elle signala la disparition d'Henri à la gendarmerie du département des Vosges, elle insista, non pas sur la panique, mais sur la gravité de la situation en soulignant les compétences incontestables de son mari. Si Henri était en retard, ce n'était pas à cause d'une erreur de débutant. Quelque chose de terrible était arrivé. Les enquêteurs commencèrent immédiatement à reconstituer une chronologie, partant du dernier point de contact confirmé. 4 jours avant l'appel de Marie, le 21 octobre, Henri avait atteint une crête spécifique, connue pour son signal téléphonique instable. C'était son dernier point de connexion avant de s'enfoncer dans la forêt. De là, il avait envoyé un SMS à accent grave Marie, accompagné d'une photo. C'était un selfie où Henri affichait un large sourire, sa longue barbe blanche contrastant avec sa veste rouge éclatante. Il portait un bonnet noir orné d'un motif distinctif, et les bretelles de son grand sac à dos jaune étaient visibles sur ses épaules. En arrière-plan, un gros rocher gris portait une balise de sentier blanche avec une flèche pointant vers le haut. La photo rayonnait de vitalité et de la joie simple d'un homme dans son élément. Le message, envoyé juste avant de sortir de la portée du réseau, contenait une brève déclaration d'amour. Ce positionnement, confirmé par l'opérateur téléphonique, devint le point de départ décisif de l'enquête. Alors que les premières équipes d'intervention étaient mobilisées, Marie fournit des informations sur l'homme recherché. Elle et Henri avaient partagé une vie d'aventure. Pendant des années, elle avait été sa fidèle partenaire de randonnée, parcourant ensemble les sentiers de France. Leur amour commun pour la nature avait façonné leur existence. Cependant, des problèmes de santé récents avaient limité la capacité de Marie à suivre les itinéraires ambitieux de plusieurs jours qu'Henri continuait de rechercher. Cette expédition particulière, planifiée depuis des mois, visait à atteindre une zone rarement visitée du massif des Vosges, un défi adapté à ses compétences, mais bien au-delà des limites physiques actuelles de Marie. Il était parti seul, armé des connaissances accumulées au cours d'une carrière dédiée à la protection des espaces sauvages et de ceux qui s'y aventuraient. Les premières étapes de l'enquête se concentrèrent sur son itinéraire prévu. Henri avait laissé un plan détaillé, une habitude ancrée depuis son temps comme garde forestier. Ce document indiquait les lieux de campement prévus, les sections hors sentier exigeantes et la date de retour estimée. Mais lorsque les premières 48 heures s'écoulèrent sans aucun signe de lui, l'urgence s'intensifia. Le massif des Vosges, aussi magnifique qu'impitoyable, lança une opération de recherche complexe.
La nature qu'Henri aimait semblait l'avoir englouti tout entier. Les autorités ont réduit les opérations de recherche actives. La mobilisation à grande échelle fut dissoute, et l'affaire passa à une enquête limitée et continue. La posture officielle glissa subtilement du sauvetage à la récupération. L'annonce fut faite avec un cœur lourd, teinté d'un sentiment de défaite. Cette décision, bien que logiquement justifiée, fut un coup dévastateur pour Marie Moreau. Elle refusa d'accepter l'idée que son mari n'était plus là. Dans les déclarations publiques comme dans les conversations privées avec les enquêteurs, elle insista sur le fait qu'Henri possédait des compétences uniques lui permettant de survivre longtemps dans la nature, même dans des conditions extrêmes. Elle s'accrochait à la conviction qu'Henri, peut-être blessé et immobilisé, attendait les secours dans un abri improvisé. Poussée par cette détermination, Marie commença à organiser des recherches privées. Elle devint le fer de lance d'un nouvel élan pour retrouver Henri, coordonnant des pisteurs expérimentés et des experts en survie, finançant l'effort avec des dons et ses propres économies. Elle passa des heures à analyser des cartes, identifiant des vallées protégées ou des zones proches de sources d'eau qu'Henri aurait pu privilégier. Lorsque l'hiver relâchait temporairement son emprise, ses équipes dévouées, portées par la foi inébranlable de Marie, s'aventurèrent dans le massif des Vosges. Ces efforts privés se prolongèrent pendant les premiers mois de l'hiver, animés par l'espoir et une connaissance profonde de l'homme recherché. Mais, comme pour les recherches officielles, ils ne trouvèrent aucune trace. La neige s'accumulait, la forêt restait silencieuse, et le mystère de ce qui était arrivé à Henri Moreau semblait figé dans le temps. Marie passa un long hiver seule, prisonnière d'une incertitude douloureuse. L'hiver 2014 à 2015 fut rigoureux dans le massif des Vosges. Le paysage où Henri avait disparu était enseveli sous plusieurs mètres de neige, rendant toute recherche significative pratiquement impossible. L'affaire, toujours irrésolue, plongea Marie dans un état de suspension insupportable, où le passage du temps et l'absence de réponse dominaient. En avril 2015, environ 6 mois après le dernier message d'Henri, la première percée dans l'affaire survint. Elle ne vint pas d'une équipe de recherche spécialisée ni de la gendarmerie, mais d'un homme travaillant seul dans les zones les plus reculées de la forêt. Lucas Girard, géologue employé par une entreprise privée, évaluait des terrains pour un futur projet d'exploitation forestière. Son travail l'amenait loin des sentiers balisés, dans des terrains escarpés et difficiles d'accès. À la mi-avril, Lucas se trouvait dans une zone profonde du massif des Vosges, à plusieurs kilomètres de la zone de recherche initiale et loin de l'itinéraire prévu d'Henri. C'était une région si isolée qu'elle n'attirait presque jamais de visiteurs. Ce jour-là, le temps était clair et frais, la fonte printanière battait son plein, bien que des plaques de neige persistaient à l'ombre. Lucas traversait une crête exposée, concentré sur la composition des roches et du sol sous ses pieds. Habitué à l'isolement, seul le bruit du vent et les cris occasionnels d'un faucon brisaient le silence de la nature. En contournant un bosquet dense de sapins accrochés à la crête, quelque chose attira son regard, un éclat de couleur, une anomalie dans le paysage naturel. La couleur était trop vive, la forme trop artificielle. Il s'approcha prudemment, la curiosité à son comble. Sous le couvert dense des arbres, fixé dans une crevasse rocheuse, se trouvait un dispositif étrange. Il était artisanal, presque rudimentaire. Lucas s'arrêta, observant l'objet, essayant de comprendre ce qu'il voyait. C'était clairement une antenne, conçue pour être transportée dans un sac de randonnée ou fabriquée à partir de matériaux de fortune. Le corps était un court tuyau en PVC gris clair, avec des fils bleus vifs et rouges fixés par de petites vis métalliques et des rondelles. Un fil jaune épais était connecté à un clip métallique rouillé de couleur cuivre, dépassant sur le côté. Un fil rouge fin s'étendait depuis un connecteur, et un petit mousqueton orange était attaché près du sommet. L'ensemble était monté sur un bâton de randonnée noir, dont la poignée était visible, fixée dans la roche. Lucas fit le tour du dispositif, l'observant avec soin. La structure était pragmatique, presque désespérée. Les fils étaient enroulés de manière inégale, et les pièces métalliques montraient des signes d'usure. Mais ce qui frappait le plus était son état, malgré un hiver rigoureux, le dispositif semblait étonnamment intact. Les fils restaient éclatants, le tuyau en PVC presque intact.
Bien que protégé par le couvert des arbres, il ne semblait pas avoir été exposé aux intempéries pendant 6 mois. Cette découverte était troublante. L'objet semblait important, comme un vestige humain étrange flottant dans la nature. Lucas ne fit pas immédiatement le lien avec l'affaire du randonneur disparu, qui avait disparu des actualités locales depuis des mois. Pensant qu'il pouvait être lié à une recherche ou à une activité radio-amateur, il décida de le documenter. Il sortit son appareil photo, prit plusieurs clichés sous différents angles, capturant les détails de la structure et son emplacement sur la crête. Il envisagea de l'emporter, mais, fidèle au principe de laisser les choses intactes, il s'abstint. Il nota les coordonnées GPS de l'endroit et poursuivit son travail d'arpentage. L'image de cet étrange dispositif resta dans son esprit. Plus tard dans la semaine, de retour à la civilisation, Lucas examina ses photos. L'antenne étrange continuait de le troubler. Plus il regardait les images, plus les questions se multipliaient. Sur une impulsion, Lucas Girard décida de consulter des experts. Il se connecta à Facebook et accéda à un petit groupe privé dédié aux passionnés de radio amateurs et aux communications de survie. Il téléchargea les photos du dispositif et posa une question simple, décrivant l'endroit où il l'avait trouvé et demandant si quelqu'un pouvait identifier son design ou son but. La communauté en ligne commença à analyser les photos, lançant des discussions techniques sur la conception de l'antenne, spéculant sur la conception des bobines et les gammes de fréquences potentielles. Cependant, la percée vint d'une source inattendue. Sophie Bertrand, une amie de Marie Moreau résidant à Épinal, dans le département des Vosges, était membre de ce groupe Facebook. Au départ, elle passa rapidement sur le message, mais l'image du dispositif artisanal attira son attention. Elle cliqua sur les photos, zoomant sur les détails. Soudain, une prise de conscience glaçante la frappa. Elle ressentit une familiarité avec certains éléments du design. Elle se rappela vivement une conversation avec Henri Moreau l'été précédent. Henri, toujours à bricoler son équipement, avait parlé de ses expériences pour fabriquer une antenne d'urgence haute fréquence portable, utilisant des matériaux simples comme des tuyaux en PVC et des fils spécifiques. Il avait même esquissé un design similaire à celui des photos. Sophie savait qu'Henri était toujours porté disparu. Ce dispositif, trouvé dans les profondeurs du massif des Vosges, correspondait à ses intérêts et compétences connus. Les implications étaient stupéfiantes. Si c'était l'antenne d'Henri, cela signifiait qu'il était vivant, actif, et tentait d'envoyer un signal de détresse. Le cœur battant, Sophie contacta immédiatement Marie. La conversation fut chargée d'émotion et d'urgence. En voyant les photos, Marie ressentit un choc mêlé de reconnaissance. Elle connaissait le travail de son mari, la manière dont il enroulait les fils, les matériaux qu'il préférait. C'était l'œuvre d'Henri. L'espoir qu'elle avait farouchement entretenu pendant le douloureux hiver s'enflamma soudain. Les mains tremblantes, Marie contacta les autorités, fournissant les photos et le contexte donné par Sophie Bertrand. La découverte de l'antenne raviva immédiatement l'enquête, recentrant l'attention sur la crête isolée et soulevant de profondes questions sur ce qui était arrivé à Henri Moreau au cours des 6 derniers mois. L'affaire, jusque-là gelée, prit soudain une nouvelle intensité. Le rapport de Marie galvanisa la gendarmerie du département des Vosges. La découverte de l'antenne était la première preuve tangible depuis la disparition d'Henri, 6 mois plus tôt. Son importance était indéniable. Les enquêteurs contactèrent immédiatement Lucas Girard, obtenant les coordonnées GPS précises du lieu de la découverte et l'interrogeant sur les circonstances. Compte tenu de l'emplacement isolé et difficile, une équipe spécialisée fut déployée par hélicoptère pour récupérer le dispositif. L'urgence était palpable. À leur arrivée sur la crête, ils trouvèrent l'antenne exactement comme Lucas l'avait décrite, solidement fixée dans une crevasse rocheuse, protégée par les sapins. Le site fut sécurisé, et le processus de récupération fut effectué avec soin. L'ensemble du dispositif fut minutieusement documenté sur place avant d'être saisi comme preuve. Même à un œil non averti, l'objet semblait significatif, comme un message désespéré fabriqué à partir de pièces rudimentaires dans un lieu désolé. L'antenne fut transportée au laboratoire criminel du département.
La priorité initiale était de confirmer son propriétaire. Les techniciens médico-légaux commencèrent une analyse minutieuse des traces sur l'objet, se concentrant sur les parties les plus susceptibles d'avoir été touchées, le clip métallique, les fils enroulés, et la poignée du bâton de randonnée. Ils effectuèrent des prélèvements pour rechercher de l'ADN de contact. Les résultats revinrent rapidement et furent décisifs, le profil ADN des cellules cutanées prélevées sur le clip métallique et la poignée correspondait à celui d'Henri Moreau. Cette confirmation valida les convictions de Marie et la reconnaissance de Sophie Bertrand. Henri avait été sur cette crête et avait fabriqué ce dispositif. Cependant, la deuxième phase de l'analyse médico-légale apporta un résultat choquant qui bouleversa complètement la chronologie établie de l'affaire. Initialement, les enquêteurs supposaient que l'antenne avait été construite par Henri peu après sa disparition en octobre 2014, dans une tentative désespérée d'appeler à l'aide avant de succomber aux éléments. Mais l'état physique de l'antenne, comme Lucas l'avait observé, suggérait autre chose. Les experts médico-légaux procédèrent à une analyse détaillée des matériaux, examinant la dégradation du tuyau en PVC, l'oxydation des fils, et l'usure des pièces métalliques. Ils prirent en compte les conditions hivernales du massif des Vosges, reconnaissant que le couvert des arbres avait largement protégé le dispositif. Malgré cette protection, les matériaux montraient peu de signes d'exposition. Le consensus des experts fut stupéfiant, l'antenne n'avait pas été fabriquée 6 mois plus tôt. Elle avait probablement été installée sur la crête seulement quelques jours ou semaines avant que Lucas ne la découvre en avril 2015. Cette révélation frappa l'équipe d'enquête comme un coup physique. Les implications étaient sidérantes, transformant instantanément toute la perspective de l'enquête. Cette découverte bouleversa les hypothèses fondamentales des 6 derniers mois, à savoir qu'Henri Moreau avait succombé dans la nature peu après sa disparition. Henri avait survécu. Il avait enduré, seul, un hiver rigoureux dans le massif des Vosges pendant environ 6 mois. Cette révélation brisa la chronologie établie et fit naître une multitude de questions angoissantes. Comment un homme de 74 ans, avec des ressources limitées, avait-il survécu dans des températures glaciales pendant 6 mois? Cela témoignait de ses compétences et de son expérience exceptionnelle, mais soulevait aussi de profondes interrogations. Où s'était-il réfugié? Que lui était-il arrivé? Et, plus urgent encore, où était-il maintenant? La prise de conscience qu'il était vivant il y a quelques semaines transforma l'enquête, passant d'une mission de récupération figée à une opération de sauvetage urgente. L'urgence s'intensifia, renforcée par l'idée qu'Henri pouvait encore être en vie, peut-être blessé et ayant besoin d'aide près du site de l'antenne. Une nouvelle opération de recherche à grande échelle et urgente fut immédiatement lancée, centrée sur le site de l'antenne. D'une envergure comparable à la première recherche, la stratégie était différente. Les équipes cherchaient désormais des traces récentes d'activité, concentrant leurs efforts autour de la crête. L'atmosphère au poste de commandement était électrique, mêlant un regain d'espoir à une profonde urgence. Alors que les équipes terrestres étaient mobilisées, les enquêteurs se penchèrent sur l'antenne elle-même, cherchant à comprendre son but et ses capacités. Des experts en radiocommunication furent consultés, et le dispositif fut testé. Les résultats furent solennels. La conception de l'antenne était théoriquement fonctionnelle, mais, fabriquée avec les matériaux limités dont Henri disposait, sa capacité de transmission était extrêmement faible. Dans le terrain accidenté du massif des Vosges, entouré de pics de granit bloquant les signaux radio, l'antenne n'aurait pas pu envoyer un signal de détresse fiable à longue distance. Cette analyse technique suggéra un scénario déchirant, l'antenne représentait une tentative désespérée de communiquer avec le monde, mais elle avait échoué. Le fait qu'elle ait été abandonnée sur la crête indiquait qu'Henri avait peut-être réalisé qu'elle ne fonctionnait pas et avait tenté de se sauver lui-même ou de chercher un meilleur emplacement pour un signal. Le mystère central s'intensifia. L'antenne témoignait de la résilience d'Henri, mais mettait aussi en lumière son désespoir. Une crise avait-elle précipité cette tentative soudaine de communication après des mois de survie? Et où était-il allé après avoir laissé l'antenne sur la crête? Les nouvelles opérations de recherche, galvanisées par la certitude qu'Henri avait survécu bien plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé, s'enfoncèrent dans la nature. Les équipes de recherche,
motivée par la connaissance qu'elle cherchait, un survivant ayant enduré 6 mois dans la nature, avançait avec détermination. La certitude qu'Henri était vivant il y a quelques semaines insuffla une énergie désespérée à leurs efforts. Les équipes de sauvetage, armées de la connaissance des compétences exceptionnelles d'Henri, concentrèrent leurs efforts autour de la crête où l'antenne avait été trouvée. La stratégie reposait sur l'idée qu'un hiver dans le sud des Vosges nécessitait un abri substantiel, et qu'Henri, avec son expertise, aurait priorisé l'établissement d'un camp de base sécurisé. Le terrain, caractérisé par des pentes abruptes, une végétation dense et des formations rocheuses complexes, était extrêmement difficile. Les chercheurs cherchaient des signes d'occupation prolongée, se concentrant sur des zones offrant des abris naturels, un accès à l'eau et des ressources pour la survie. Ils savaient qu'Henri, grâce à sa formation de garde forestier, aurait choisi un emplacement stratégiquement avantageux et bien dissimulé. Il cherchait quelque chose de subtil, de caché, conforme à son entraînement à minimiser son impact sur l'environnement. Les équipes de recherche scrutèrent le paysage grille par grille. Leur effort était soutenu par la possibilité qu'Henri soit encore en vie, peut-être blessé et incapable de s'éloigner trop de son abri. Ils analysèrent les cartes topographiques, cherchant des grottes, des surplombs rocheux ou des fourrés denses offrant une protection contre les éléments. Après plusieurs jours de recherches intensives, une équipe de pisteurs spécialisés découvrit une anomalie dans un réseau de grottes peu profondes et de pinacles de granit, à environ 5 km de la crête où l'antenne avait été trouvée. C'était un endroit dissimulé, presque invisible à moins de savoir exactement où regarder. Une légère perturbation dans le motif naturel du sol forestier, semblable à un sentier discret, menait à un réseau dense de formations rocheuses. En s'enfonçant dans ces formations, les chercheurs trouvèrent ce qu'ils cherchaient, un camp de survie remarquablement bien dissimulé. Le camp était installé dans une grotte peu profonde, son entrée camouflée par un écran astucieux de branches de sapin et de débris naturels. C'était une démonstration magistrale de compétences de survie, un abri conçu pour être presque invisible à plus de quelques mètres. Ils l'appelèrent plus tard le « camp fantôme ». La découverte du camp envoya une vague d'excitation et d'appréhension à travers les opérations de recherche. C'était la première preuve concrète de l'endroit où Henri s'était réfugié pendant le long hiver. Le camp était vide, mais il racontait une histoire détaillée de survie, de résilience et d'organisation. Les enquêteurs sécurisèrent le site et entreprirent un travail minutieux pour documenter les preuves à l'intérieur. L'intérieur de l'abri montrait des signes d'occupation prolongée, organisés avec la précision qu'on attendrait d'un ancien garde forestier. Henri avait utilisé son expertise pour créer un environnement de vie durable dans les conditions les plus extrêmes. Les preuves de survie hivernale étaient nombreuses. Dans un coin de la grotte, les enquêteurs trouvèrent des restes de nourriture séchée aux bailles, racines, et peut-être de la viande séchée au suggérant qu'Henri avait activement cherché et chassé. Un système simple mais efficace de collecte d'eau de pluie avait été construit, utilisant des bûches creusées et des matériaux récupérés pour diriger l'eau vers un réservoir improvisé. La zone de couchage était isolée par une épaisse couche d'aiguilles de sapin, de mousse et de feuilles séchées, formant un matelas épais capable de fournir de la chaleur même dans des températures glaciales. Le camp témoignait des capacités exceptionnelles d'Henri. Il n'avait pas seulement survécu, il avait établi une base fonctionnelle pour endurer l'hiver en utilisant les ressources de la nature. Cependant, le camp révélait aussi une facette sombre de son épreuve. Son état, cohérent avec la chronologie établie par l'analyse de l'antenne, suggérait un abandon récent. Le départ semblait intentionnel, non précipité, mais des signes de crise étaient présents. Crucialement, les enquêteurs découvrirent des preuves suggérant qu'Henri avait subi une blessure grave à un moment donné dans la nature. Près de la zone de couchage, parmi les matériaux naturels, se trouvait une attelle improvisée astucieusement fabriquée, faite de branches de bois rembourrées de mousse et attachées avec des bandes de tissu. La taille et la structure de l'attelle indiquaient qu'elle était conçue pour immobiliser un bras. À proximité, d'autres bandes de tissu portaient des taches présumées de sang, suggérant leur utilisation comme bandage. Cette découverte ajouta une nouvelle dimension inquiétante à l'histoire. Henri avait non seulement survécu à l'hiver, mais il l'avait fait tout en gérant une blessure grave. Cela soulevait des questions sur l'incident initial qui l'avait conduit dans cet endroit isolé.
Comment s'était-il blessé? La blessure était-elle survenue avant ou pendant l'établissement du camp? Et comment avait-il réussi à maintenir le camp et à survivre avec une telle blessure? En continuant d'examiner le contenu du camp à la recherche d'indices sur les intentions ou l'emplacement actuel d'Henri, les enquêteurs remarquèrent que plusieurs objets clés manquaient. Le grand sac à dos jaune visible dans le dernier selfie d'Henri n'était pas là. Bien que l'abri contienne certains équipements, un couteau, des outils pour faire du feu, des cordes, l'absence du sac à dos principal suggérait qu'Henri s'en était séparé lors de l'incident initial ou l'avait emporté en abandonnant le camp. Cependant, l'absence la plus significative fut révélée lorsque les enquêteurs trouvèrent un kit de nettoyage d'armes à feu spécialisé parmi ses affaires. Henri Moreau était connu pour porter un pistolet de modèle spécifique lors de ses randonnées solitaires, une précaution contre les prédateurs. La présence du kit de nettoyage indiquait qu'il avait eu une arme à feu à un moment donné, mais l'arme elle-même était absente. Les preuves dessinaient un tableau complexe. Henri avait clairement établi ce camp, survécu pendant des mois, et géré une blessure grave. L'état du camp suggérait un départ intentionnel au printemps, probablement motivé par le besoin d'envoyer un signal de détresse, ce qui expliquait la fabrication de l'antenne. Diverses hypothèses commencèrent à émerger. Peut-être ses ressources s'étaient-elles épuisées, ou sa blessure s'était aggravée, l'obligeant à quitter un abri sûr pour prendre le risque de chercher de l'aide. Cependant, la question fondamentale restait irrésolue, quelle était la nature de l'incident initial qui avait causé la blessure et l'avait séparé de son équipement principal? Et où était-il allé après avoir abandonné l'antenne? La recherche s'étendit à partir du camp fantôme, analysant les itinéraires qu'Henri aurait pu emprunter vers l'antenne ou vers la civilisation. Les équipes, galvanisées par les preuves de sa résilience extraordinaire, poussèrent leurs efforts à l'extrême, mais malgré tout, aucune trace supplémentaire d'Henri Moreau ne fut trouvée. La piste s'arrêta à nouveau, et le camp fantôme resta un témoignage silencieux d'un exploit de survie remarquable et d'un mystère persistant. La nature l'avait de nouveau englouti, laissant les enquêteurs aux prises avec le mystère de sa disparition, encore plus complexe face aux preuves d'une lutte prolongée et acharnée pour survivre. La découverte de l'antenne et du camp fantôme offrit un aperçu de l'épreuve d'Henri Moreau, mais les pistes s'évanouirent aussi vite qu'elles étaient apparues. Les recherches intensives menées au printemps 2015 ne permirent pas de trouver d'autres traces du randonneur porté disparu. L'espoir d'un sauvetage s'estompa, remplacé par la douloureuse réalité qu'Henri, malgré son incroyable survie, avait probablement succombé à ses blessures ou aux éléments peu après avoir abandonné l'antenne. L'affaire replongea dans un état de suspension insupportable. Les autorités confirmèrent qu'Henri avait survécu à l'hiver malgré une blessure, mais elles ne purent déterminer ce qui lui était arrivé après avoir abandonné le camp et l'antenne. Le mystère restait irrésolu, laissant Marie aux prises avec l'incertitude dévastatrice du sort de son mari. Savoir qu'il avait survécu, blessé, seul, pendant des mois, rendait la tragédie de sa disparition encore plus profonde. La chronologie avance à l'été 2017, 2 ans plus tard. L'affaire Henri Moreau avait disparu des gros titres, reléguée au dossier d'affaires non résolu de la gendarmerie du département des Vosges. Les preuves matérielles, l'antenne et les objets du camp avaient été catalogués et archivés. L'enquête stagnait, sans nouveaux indices, témoignages ou réponses. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, un événement totalement indépendant se déroulait. Une enquête nationale d'envergure atteignait son apogée. Dans le département des Vosges, les autorités nationales traquaient depuis plusieurs années une organisation sophistiquée de fraude financière. L'enquête, complexe, impliquait plusieurs agences et juridictions, et se concentrait sur un réseau d'individus impliqués dans le vol d'identité à grande échelle et le blanchiment d'argent. Elle suivait méticuleusement les flux de fonds illégaux à travers un dédale de sociétés écrans et de comptes offshore. Cette opération culmina avec une descente coordonnée dans une propriété rurale à l'ouest du département des Vosges, considérée comme une plaque tournante des activités de l'organisation, où plusieurs cibles de grande valeur étaient attendues. L'opération était à haut risque, ciblant des individus insaisissables et ingénieux. La descente fut exécutée à l'aube. Des équipes tactiques lourdement armées sécurisèrent le périmètre et investirent la résidence principale. L'opération se déroula sans accroc, plusieurs personnes furent appréhendées sans incident.
L'atmosphère était tendue mais contrôlée, une routine pour les enquêteurs nationaux expérimentés. Parmi les personnes arrêtées se trouvait un homme vivant sous une fausse identité. Il présenta des documents l'identifiant comme un homme d'affaires d'âge moyen, mais les enquêteurs avaient des raisons de douter qu'il soit bien celui qu'il prétendait être. Il se fondait discrètement dans l'arrière-plan de l'entreprise criminelle, sans résister, présentant des documents apparemment légitimes. Cependant, la procédure standard exigeait que toutes les personnes arrêtées lors d'une telle opération soient soumises à une analyse d'empreintes digitales. Il fut traité avec les autres suspects, et ses empreintes furent relevées selon la routine. L'analyse des empreintes digitales révéla un résultat stupéfiant. L'homme vivant sous une fausse identité fut identifié comme Alain Leclerc. Ce nom était tristement célèbre dans certains cercles des forces de l'ordre. Alain Leclerc était un ancien inspecteur de police de Paris, un homme qui avait autrefois bénéficié de la confiance des autorités, mais qui l'avait trahi de manière spectaculaire. En 2013, Alain avait été inculpé de multiples chefs d'accusation liés à la corruption et à la fraude au sein de son service. Il avait exploité sa position pour orchestrer un système complexe impliquant le détournement d'actifs saisis, des pots de vin et de l'extorsion. Les charges contre lui étaient écrasantes, et il risquait des décennies de prison. Mais avant que son procès ne commence, Alain Leclerc avait disparu. Il avait liquidé ses actifs, abandonné sa vie et s'était volatilisé sans laisser de traces. Pendant 4 ans, il avait échappé à la justice, devenant un fugitif de haut profil recherché par les services de la gendarmerie nationale. Il avait utilisé ses compétences d'ancien inspecteur pour rester caché. Son arrestation dans le département des Vosges marqua une percée majeure dans l'affaire de fraude. Les autorités avaient enfin capturé cet ancien inspecteur insaisissable. L'enquête se concentra entièrement sur ses crimes financiers et sa vie de fugitif. Une investigation immédiate fut lancée pour retracer ses agissements au cours des 4 dernières années, cherchant à comprendre comment il avait réussi à rester caché si longtemps et s'il avait poursuivi ses activités criminelles. À ce stade, rien ne laissait supposer un lien entre Alain Leclerc et le randonneur porté disparu dans le massif des Vosges. Les deux affaires semblaient appartenir à des mondes totalement distincts, sans destin commun. L'arrestation d'Alain était un événement majeur, mais pour les enquêteurs concentrés sur la disparition d'Henri Moreau, elle n'était qu'un bruit de fond, une énième affaire criminelle sans lien apparent. Les enquêteurs, chacun absorbé par son dossier, n'avaient pas conscience que les fils de 2 récits totalement différents étaient sur le point de s'entrelacer de manière imprévisible. L'arrestation d'Alain Leclerc semblait clore une affaire, mais elle allait faire exploser une autre. Elle déclencha un mécanisme complexe au sein de la justice nationale. Juste après la descente, l'accent fut mis sur la collecte de preuves massives concernant sa vie de fugitif et son implication dans l'organisation de fraude financière. Les enquêteurs nationaux entamèrent un processus méticuleux pour démanteler sa vie clandestine, se concentrant sur l'identification et la saisie de ses actifs, le traçage de ses déplacements au cours des 4 dernières années, et la compréhension du réseau qui lui avait permis de rester caché. En détention, face à des preuves accablantes, Alain restait silencieux. Il refusait de coopérer et ne fournissait aucune information sur ses activités durant ces 4 années de fuite. Il semblait convaincu que son réseau complexe d'identités fictives et de comptes cachés le protégerait. L'inventaire des possessions saisies lors de la descente dans le département des Vosges était considérable. Les enquêteurs cataloguèrent des véhicules, des ordinateurs, des documents financiers et divers objets personnels saisis dans la propriété. La résidence était sobrement meublée, portant les marques d'un homme prêt à fuir à tout moment. Ce processus, lent et méthodique, visait à révéler des actifs cachés ou des preuves liées au crime. Lors d'une fouille minutieuse des possessions d'Alain, les enquêteurs découvrirent un petit objet discret caché dans la doublure d'une valise, une petite clé métallique, si insignifiante qu'elle aurait pu être négligée parmi la masse de preuves liées à la fraude financière. Cette clé semblait appartenir à un coffre-fort. Cette découverte était significative, les fugitifs utilisent souvent des coffres-forts pour conserver des documents sensibles, de l'argent liquide ou des objets de valeur en sécurité tout en restant accessibles. Cette trouvaille lança une nouvelle piste d'enquête. Les enquêteurs entamèrent le processus d'identification de la banque associée à la clé, une tâche compliquée par l'utilisation de multiples pseudonymes par Alain.
Identifier la banque exigea un travail médico-légal minutieux. Après plusieurs semaines, la clé fut reliée à une petite banque régionale dans un département voisin, associée à l'un des pseudonymes d'Alain. Un mandat national fut obtenu, et des enquêteurs furent envoyés pour accéder au coffre-fort. Lorsqu'il fut ouvert, son contenu semblait, à première vue, correspondre aux attentes des enquêteurs, de nombreux faux documents d'identité, permis de conduire, passeports, certificats de naissance sous différentes identités, ainsi qu'une somme importante d'argent liquide soigneusement emballée. C'était le kit standard d'un fugitif de haut vol, conçu pour permettre une fuite rapide et une nouvelle vie. Cependant, parmi l'argent et les documents, cachés au fond du coffre dans un chiffon huilé, se trouvait un objet inattendu, une arme à feu. Compte tenu du passé d'Alain et de la nature de ses activités criminelles, la présence d'une arme n'était pas surprenante. L'arme fut saisie comme preuve et soumise à une analyse médico-légale standard. Il s'agissait d'un pistolet de modèle spécifique, réputé pour sa fiabilité et sa durabilité. Cette arme fut vérifiée dans les bases de données nationales pour détecter tout lien avec des vols ou des crimes. Les premières recherches ne révélèrent rien, l'arme semblait propre. Cependant, un enquêteur chargé du traitement des preuves remarqua quelque chose d'inhabituel, l'arme était personnalisée. La poignée du pistolet avait été modifiée pour s'adapter à la main d'un individu spécifique. Les modifications, subtiles mais distinctes, suggéraient un lien personnel avec son propriétaire. Par rigueur, l'enquêteur décida de comparer l'arme aux affaires non résolues liées aux activités du fugitif. C'était un pari improbable, une vérification de routine pour écarter toutes les possibilités. Au cours de ce processus de recoupement minutieux, les enquêteurs remarquèrent une correspondance potentielle. Le fabricant et le modèle de l'arme correspondaient à la description d'une arme portée disparue, mentionnée dans un dossier d'affaires non résolu du département des Vosges, l'affaire Henri Moreau. Le lien semblait initialement ténu. L'arme était un modèle courant, mais les détails du dossier d'Henri étaient précis. Henri Moreau était connu pour porter ce modèle spécifique de pistolet lors de ses randonnées solitaires. Plus important encore, le dossier indiquait qu'Henri avait personnalisé la poignée de son arme avec des gravures et des modifications spécifiques pour améliorer la prise en main et le confort. Ces modifications étaient uniques et avaient été documentées par les enquêteurs ayant examiné le kit de nettoyage d'armes trouvé dans le camp fantôme. Les enquêteurs contactèrent la gendarmerie du département des Vosges pour obtenir des informations détaillées sur l'arme d'Henri Moreau. La gendarmerie fournit une description précise des modifications personnalisées, accompagnée de photos. Cette description correspondait parfaitement à l'arme trouvée dans le coffre-fort d'Alain. Les subtiles modifications. Les modifications personnalisées et les motifs d'usure spécifiques de l'arme étaient indéniables. Cette arme appartenait à Henri Moreau. Cette découverte fut stupéfiante. Elle établissait un lien matériel direct entre Alain Leclerc, un ancien inspecteur en fuite, et Henri Moreau, le randonneur porté disparu. Deux affaires apparemment sans rapport entraient en collision de manière dramatique. Les implications étaient profondes, suggérant une rencontre directe entre les deux hommes dans les étendues sauvages du massif des Vosges. Confronté à cette preuve irréfutable, Alain, déjà sous le coup de lourdes accusations de fraude financière, devait expliquer la présence de l'arme d'Henri parmi ses possessions. L'enquête changea de cap, la disparition d'Henri étant désormais traitée comme un possible homicide. Alain fut interrogé au sujet de l'arme. L'affrontement fut intense. Les enquêteurs présentèrent les preuves incontestables, la poignée personnalisée et le lien avec le randonneur porté disparu. Une arme modifiée par la main d'un homme disparu dans le massif des Vosges était posée sur la table de la salle d'interrogatoire. La pression était immense. Réalisant que sa situation s'était dramatiquement aggravée, Alain brisa enfin son silence. Pour éviter une accusation de meurtre, il accepta de plaider coupable dans le cadre d'un accord judiciaire et de fournir une confession. Au cours d'une série d'entretiens avec les enquêteurs, Alain raconta en détail sa vie de fugitif et les événements qui l'avaient conduit à croiser Henri Moreau. Il admit qu'après avoir fui Paris en 2013, il avait cherché un refuge dans les zones les plus isolées. Avec des fonds illicites, il avait acheté en liquide une cabane isolée dans les profondeurs du massif des Vosges, dans le département des Vosges. L'achat avait été effectué sous un faux nom,
garantissant que la propriété ne puisse être retracée jusqu'à lui. Cette cabane était son sanctuaire, un refuge hors de portée de la loi. Il vivait dans un isolement extrême et une paranoïa constante, craignant toujours d'être découvert. Il quittait rarement la cabane, s'appuyant sur des provisions stockées et les ressources naturelles de la nature environnante. Il croyait être en sécurité, hors d'atteinte de la justice. Puis, à la fin octobre 2014, son isolement fut brisé. Henri Moreau, en randonnée solitaire, tomba par hasard sur la cabane. Ignorant la véritable identité d'Alain et son statut de fugitif, Henri avait probablement vu la cabane comme un point d'intérêt isolé ou une source d'eau. Consumé par une paranoïa extrême, Alain perçut Henri non pas comme un randonneur inoffensif, mais comme une menace. Il invita Henri dans la cabane, lui offrit une boisson et tenta d'évaluer la situation. Au cours de la conversation, Henri mentionna son passé de garde forestier à la retraite. Cette révélation terrifia Alain. Il craignait qu'Henri, avec sa connaissance de la région et ses éventuels liens avec les forces de l'ordre, ne signale l'emplacement de la cabane, ce qui mènerait directement les autorités jusqu'à lui. Pris de panique, Alain laissa sa paranoïa obscurcir son jugement. Il décida qu'il devait éliminer la menace. Alors qu'Henri buvait, Alain l'attaqua soudainement et violemment. Il saisit une lourde bûche près de la cheminée et frappa Henri à la tête et au bras. L'attaque fut brutale, portée avec une intention mortelle. Mais Alain avait sous-estimé Henri Moreau. Malgré son âge, ses graves blessures, une lourde blessure à la tête et un bras cassé, Henri riposta. Il tenta de sortir son arme pour se défendre. Selon Alain, dans la lutte, Henri laissa tomber son pistolet. Grièvement blessé, étourdi par la blessure à la tête et conscient du danger, Henri s'échappa de la cabane. Poussé par l'adrénaline et l'instinct de survie, il s'enfuit dans la nature. Alain s'empara de l'arme. Il ne poursuivit pas Henri, convaincu qu'un homme âgé, grièvement blessé, étourdi et désarmé succomberait rapidement dans cet environnement hostile. Il croyait que la nature se chargerait du corps et que son secret serait préservé. Alain ignorait totalement qu'Henri avait survécu. Il ne savait rien de son incroyable résilience après l'attaque, de la stabilisation de ses blessures, de l'établissement du camp fantôme, ni des 6 mois de survie à travers l'hiver. Il avait conservé l'arme comme un trophée, un souvenir de cette rencontre qu'il croyait avoir sécurisé sa liberté. La confession d'Alain fut stupéfiante. Elle expliquait les blessures indiquées par l'attelle et les bandages trouvés dans le camp fantôme. Elle expliquait l'absence de l'arme. Et elle expliquait pourquoi, malgré ses compétences de survie, Henri avait finalement disparu. Il n'avait pas succombé aux rigueurs de la nature, mais était victime de la paranoïa d'un homme désespéré. Le mystère de ce qui était arrivé à Henri Moreau était enfin résolu. Il révélait une rencontre tragique avec un homme désespéré caché dans la nature. Armés de la confession d'Alain Leclerc, les enquêteurs purent enfin localiser la cabane isolée dans le massif des Vosges. Grâce aux détails fournis par Alain, l'équipe trouva la structure enfouie dans la nature, isolée et dissimulée, exactement comme il l'avait décrite. La cabane se trouvait à environ 15 km du camp fantôme où Henri avait été découvert plus tard. Les enquêteurs furent stupéfaits par la distance parcourue par Henri, grièvement blessé. Ils analysèrent le terrain entre la cabane et le camp. C'était un terrain escarpé et impitoyable. Henri Moreau, âgé de 74 ans, avec un bras cassé et une grave blessure à la tête, avait traversé 15 km de cette nature sauvage pour atteindre un refuge où il établit son camp. Ce voyage exténuant expliquait la gravité des blessures indiquées par l'attelle improvisée et les bandages. Sa capacité à atteindre un lieu sûr et à survivre à l'hiver témoignait de sa volonté exceptionnelle et de ses compétences de survie. Une dernière opération de recherche fut lancée, concentrée sur la zone entre le camp fantôme et le site de l'antenne. Les enquêteurs supposèrent qu'Henri, après avoir réalisé que l'antenne était inefficace, avait probablement succombé à ses blessures ou à l'épuisement, ou bien qu'il avait tenté une autre méthode pour chercher de l'aide ou reprendre sa randonnée au printemps 2015. Quelques jours après le début des recherches, des ossements dispersés furent découverts dans une vallée profonde, non loin de la crête où l'antenne avait été trouvée. Les restes furent collectés et envoyés pour analyse.
Les tests ADN confirmèrent l'inévitable, les ossements appartenaient à Henri Moreau. En raison de 2 années de décomposition extensive et d'activité animale, l'analyse médico-légale fut limitée. Les ossements étaient dispersés, certains manquants. Ils présentaient des preuves d'une fracture consolidée correspondant au bras cassé, mais les blessures à la tête décrites par Alain ne purent être confirmées de manière définitive, et la cause exacte du décès ne put être établie, laissant un léger doute sur la véracité complète de la confession d'Alain. Confronté à des preuves accablantes, Alain Leclerc plaida coupable d'homicide involontaire dans la mort d'Henri Moreau. Cette condamnation s'ajouta aux peines existantes pour fraude nationale et corruption, garantissant qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Pour Marie, la découverte des restes de son mari apporta une conclusion douloureuse mais nécessaire. Les années d'incertitude et d'espoir angoissant prirent enfin fin. Elle put enterrer ses restes, honorant un homme qui s'était battu courageusement pour survivre et offrant un dernier témoignage de sa vie dédiée à la nature.